Nouvelle vidéo pour notre débat Les Voix de l'écologie, c'est le numéro 2. Ce soir on parle énergie et climat. C'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui nous a invités pour en parler avec des invités, vous allez voir, plus brillants les uns que les autres. Vous nous avez d'ailleurs posé vous aussi des questions sur TikTok, Instagram, Twitter, et merci. On va poser toutes ces questions là dans un instant. En attendant, moi je remets le masque. C'est parti pour le débat. Merci à vous de nous regarder aussi sur les réseaux, sur Facebook, TikTok. Certains nous regardent sur TikTok et ont posé des questions qu'on abordera tout à l'heure en fin d'émission sur Twitter. Vous l'avez dit, un vrai panel intéressant ce soir pour parler de ce débat. L'énergie peut-elle sauver le climat? C'est le numéro 2 de Les Voix de l'écologie. Et je vais commencer par présenter les invités. Madame Catherine Quignon, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Montdidier. Avec nous aussi Fatih Birol. Merci d'être avec nous, monsieur. Vous êtes directeur général de l'Agence internationale de l'énergie. Monsieur Yves Marignac, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Negawatt. Et enfin, monsieur Nicolas Goldberg, vous êtes, expert énergie chez Columbus Consulting. Et puis vous, madame la ministre, quand même, je vais vous présenter, ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Une première question pour ouvrir ce débat. Pourquoi avoir choisi de parler ce soir de l'énergie et du climat? On est sur un sujet qui est structurant pour notre vie à tous. L'énergie, c'est ce qui nous permet de nous éclairer, mais c'est aussi ce qui nous permet de nous déplacer, ce qui nous permet de nous nourrir. C'est la base de toute la vie économique de notre pays, mais aussi du monde entier. Et cette politique énergétique, elle est à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, de très graves émissions de gaz à effet de serre qui nous posent problème puisque nous voyons aujourd'hui les effets du réchauffement climatique un peu partout sur la planète. Donc nous avons aujourd'hui, en France comme ailleurs, à réfléchir complètement notre politique énergétique pour baisser nos émissions et aussi pour trouver des solutions pour être le plus possible indépendant énergétiquement, puisque la hausse des prix de l'énergie que nous voyons aujourd'hui, qui a des conséquences sur la facture de nos concitoyens, est due aussi au fait que nous devons nous approvisionner, notamment en gaz par exemple, par le biais d'autres pays qui sont fournisseurs. Donc toutes ces questions sont des questions de vie quotidienne et des questions globales. Je pense que c'était un sujet qui méritait qu'on y passe un peu de temps. Nous, on l'a dit, on est indécis, on ne fait jamais rien, en tout cas pas tout, on essaie d'apprendre tout le temps. Et on a sondé sur notre communauté, sur les réseaux sociaux, les sujets qui reviennent souvent, c'est effectivement l'énergie, les éoliennes, le nucléaire. Je vais vous parler à vous, monsieur Fatih Birol. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un panorama, nous donner un ordre de grandeur de ce que c'est la production et la consommation d'énergie dans le monde? Alors, tout d'abord, aujourd'hui, comme Madame le ministre l'a dit, 80% de l'énergie mondiale vient d'énergie fossile. Le charbon, en premier lieu, le pétrole et le gaz. Et ces 80% n'ont pas changé ces 30 dernières années. Alors la raison pour laquelle les gens ont recours aux énergies fossiles, il y a deux raisons. Tout d'abord parce qu'elles ne sont pas chères. Et deuxièmement, parce qu'elles sont faciles à utiliser, elles sont faciles à transporter, à stocker, elles sont pratiques, voyez-vous. Mais comme Madame le ministre l'a dit, ces énergies fossiles sont la raison numéro 1, et de loin, la raison numéro 1 du changement climatique. Où est-ce qu'en France on en est au niveau de ces nouvelles énergies, comme le dit cette transition? Comment elle se met en place? Grâce à RTE, notre réseau d'électricité, aujourd'hui, des scénarios qui sont proposés et qui nous permettent d'atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050, qui est l'objectif de l'accord de Paris. Ces scénarios permettent de choisir entre différentes options, plus ou moins de renouvelables, plus ou moins de nucléaire. Le nucléaire a l'avantage d'être une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre et donc qui peut être une solution pour aider justement à baisser nos émissions. Et donc, nous avons en France une stratégie qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier dont on ne parle pas assez, c'est l'économie d'énergie. C'est-à-dire consommer moins d'énergie, parce que moins on en consomme, moins on en a besoin, et donc moins on doit en produire. Donc les économies d'énergie, l'efficacité énergétique. Le deuxième pilier, c'est le développement massif des énergies renouvelables, et donc nous mettons en place un certain nombre de mesures pour aider à mettre en place ces énergies renouvelables. Et le troisième pilier, qui est un pilier un peu spécifique à la France,
qui est le nucléaire, puisque le nucléaire, c'est 70% de l'électricité qui est produite dans notre pays aujourd'hui, qui est donc une base et qui restera une base encore longtemps, que l'on aime ou pas le nucléaire. Bon, voilà, vous l'avez compris, hein, c'est un débat technique ce soir, en tout cas. Nicolas, merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous êtes expert chez Columbus Consulting, pardon. Ma première question pour vous, elle est simple. Est-ce que l'énergie et le climat, c'est à la mode en ce moment? Pourquoi c'est à la mode, d'ailleurs, en ce moment? Ça dépend à qui vous demandez. Si vous demandez aux experts et aux scientifiques, ils vous répondront que les premiers rapports du GIEC qui alertent sur le réchauffement climatique ont plus de 30 ans. Donc, pour répondre à votre question, on en parle en tout cas de plus en plus dans le débat public aujourd'hui, parce que tout le monde commence à saisir l'urgence. Depuis quelques mois, on en parle encore plus parce qu'il y a cette crise des prix de l'énergie, dont on se demande comment on va réellement sortir. Donc, effectivement, on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux pour des questions de pouvoir d'achat dans l'immédiat, mais surtout de viabilité de notre planète à plus long terme, et surtout de comment est-ce qu'on va arriver à se passer de ces énergies fossiles, y compris en France. Ce que nous dit le rapport de RTE, qui est un petit peu une référence, il nous dit le parc nucléaire qu'on a aujourd'hui va fermer un jour, et alors qu'on a besoin de plus d'électricité. Alors ensuite, en quelle proportion, ça on peut en débattre. On a besoin de plus d'électricité pour décarboner nos usages. Ça va être un grand défi. On va en parler dans la suite du débat des réacteurs nucléaires. Madame Quignon, vous êtes maire d'une petite ville. Est-ce que la transition écologique, justement, est-ce que cette l'énergie peut-elle sauver le climat? Est-ce que ça peut passer par les petites villes? Bien sûr que les choses, elles peuvent se décider aussi en cet endroit, et l'expérience de Montdidier est une très belle expérience. Il va y avoir le premier parc public éolien de France. On est toujours le seul parc public éolien de France financé par sa collectivité et qui redistribue 100% de ses bénéfices. C'est-à-dire qu'on fait le calcul et on rend aux habitants. Donc on donne des chéquiers avec un volume d'achat qui est utilisé dans le commerce local, et on va essayer d'aider nos habitants aussi à installer des poêles à bois, à travailler sur l'isolation de leurs bâtiments. On va vraiment avoir cette vision-là. Et c'est ces villes-là qui peuvent à un moment donné être quelque part les petits éléments moteurs qui viennent aider les autres, être démonstrateurs pour qu'on duplique à grande échelle. Et on a eu un très bel exemple, c'était un réseau de chaleur. On était le premier réseau de chaleur de Picardie. Ensuite, il y en a eu un très grand qui a été développé à Amiens. Vous voyez, si ça marche chez nous, vous démultipliez par X et ça marche ailleurs. Si on se plante chez nous, le dégât, il est moindre si on est accompagné. C'est en ça qu'il est important que les politiques accompagnent les terrains expérimentateurs. Yves Mérignac, comment vous réagissez à tout ce qui a été dit depuis le début de ce débat? Je voudrais rebondir sur cette dimension locale parce qu'elle est fondamentale. Je pense qu'on a besoin effectivement... alors, on est face à une urgence, mais on est face à un besoin de transformation en profondeur de la société parce que, Madame la Ministre l'a dit, l'énergie, en fait, c'est quoi? On pense à des ressources, on pense à des usages. L'énergie, c'est l'ensemble des transformations qui permettent de prélever des ressources énergétiques dans l'environnement pour répondre à tout un tas de services, nous déplacer, nous chauffer, produire des biens, etc. Et donc, s'il faut changer de ressources et s'il faut faire cette substitution le plus vite possible, et c'est là que la question de la demande est essentielle, le développement des renouvelables aujourd'hui dans le monde, il est effectivement extraordinaire, mais il n'est pas encore suffisant pour se substituer aux énergies fossiles parce que la maîtrise de la demande n'est pas suffisante. On a besoin de prendre en tenaille en fait les énergies fossiles entre le développement des renouvelables et la maîtrise de la demande. Et donc tout ça, ça demande une transformation en profondeur qui, par ailleurs, ne peut se faire qu'à l'échelle locale. Les Indécis, on a été interroger les Français dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de l'énergie, ce qu'ils connaissaient de l'énergie. Je vous propose qu'on regarde ça et on en parle juste après. Bonjour à tous. Avec l'hiver qui revient, on rallume nos chauffages, on remet la lumière de plus en plus tôt. Et tout ça, on le doit à quoi? À l'énergie. Alors nous, on s'est posé la question, c'est quoi l'énergie? La plupart des réponses, c'était plutôt ça. La question elle est un peu difficile quand même. Bref, tout ça pour dire, l'énergie c'est pas le dada de tout le monde et c'est vrai, il y a plein de types d'énergie. Par exemple, commençons par les fossiles. Selon vous, quelle est la part de consommation des énergies fossiles, genre gaz, pétrole, charbon, en France? Plus de 40%? Un petit peu plus? 60%. Oh, j'en ai aucune idée. 70%. Vous êtes pas loin, bien joué, 2/3. Ah ouais, c'est énorme. Comment on pourrait réduire cette consommation d'énergie fossile? Énergie renouvelable. Éolienne. Le solaire. Et hydrothermique, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, je crois. Oui, merci, voilà, c'est ça. Le week-end était dur.
Jura. Du côté d'Indécis, on a demandé à nos abonnés sur Instagram, Indécis Off, quelle énergie dont il pourrait se passer plus tard. On a le fossile, on a le charbon, et il y a beaucoup de fois où c'est l'éolienne. Et on a même Théo qui argumente, c'est parce que les conditions d'utilisation sont beaucoup trop contraignantes et peu rentables. Ça fait réfléchir, je vous propose qu'on aille voir un peu tout ça. Je pense qu'on pourra se passer du nucléaire. Peut-être le gaz, charbon, tous les hydrocarbures, pardon. Moi je roule à l'éthanol par exemple. En soirée, Aussi. comment on pourrait essayer de consommer plus écolo? Que tout le monde essaie d'y mettre du sien et peut-être davantage informé. Je suis pas assez éduqué sur le sujet. Éduquez-nous s'il vous plaît. Essayer de baisser le chauffage. Privilégier d'autres modes de transport qui sont moins énergivores. Il faut aussi peut-être modifier un certain nombre d'habitudes que l'on a, de consommation excessive qui ne servent à rien. Pense à éteindre les lumières. On se limite à une machine à laver. Faut la faire tourner 1 heure, je crois, ou moins d'1 heure. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez dans la transition écologique? Non, on n'en fait jamais assez. Genre là, t'as la ministre qui te regarde de l'environnement. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là sur l'énergie? Le travail a bien commencé mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, Madame la Ministre, du soleil dans nos vies et du solaire aussi au-dessus des toits de Paris. C'est une vraie demande, hein, Madame la Ministre. Du soleil dans nos vies et du solaire sur les toits de Paris. Ça peut être une forme d'énergie. Complètement, complètement. Le soleil, c'est une énergie. Hein. D'ailleurs, on s'en sert et on développe beaucoup le photovoltaïque. Mais cette dame a raison sur les énergies renouvelables qu'on peut mettre en place. Le solaire est une des énergies qui est trop peu développée dans notre pays. C'est très important de rappeler que, contrairement à l'idée reçue, c'est pas parce qu'on a du nucléaire qu'on est sorti d'affaire. Oui. Les énergies fossiles, c'est effectivement plus des 2/3 de notre consommation d'énergie. Et donc la première chose qu'on a à faire, c'est d'avoir moins besoin de faire des économies d'énergie, comme on dit beaucoup de personnes qui étaient là, mais aussi de passer tout ce qu'on utilise en fossile en électrique, qui est moins carboné. Et c'est là que arrive notre problème de devoir développer l'électricité, donc les énergies renouvelables notamment, qu'on doit augmenter grandement. Voilà le sujet et pourquoi on a besoin de mettre des éoliennes, de mettre du photovoltaïque, etc. Fatih Birol, je ne sais pas si vous avez tout compris dans ce qui était dit dans le micro-trottoir, mais à un moment, il y a un jeune, on est tous jeunes ce soir, hein, mais lui était plus jeune que nous, qui dit éduquez-nous. Est-ce que ça doit passer par l'éducation aussi, l'énergie et le climat? Alors effectivement, on doit tous s'éduquer, mais il y a une chose très importante, une dimension du changement climatique que l'on n'a pas considérée. Madame le ministre va demain à Bruxelles et les ministres européens parleront demain d'un sujet qui est réduire les émissions d'ici 2030. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce qu'on ne veut plus ces canicules, on ne veut plus ces inondations, on ne veut plus ces événements climatiques extrêmes en Europe. Mais, et j'en viens à l'aspect pédagogique, le changement climatique et ces émissions qu'on envoie dans l'atmosphère, qu'elles viennent de Jakarta ou de Lille, ou qu'elles viennent de Johannesburg ou d'ailleurs, c'est le même effet pour tout le monde. Et si demain on ferme l'Europe, si on ferme toute l'Europe, si les autres continuent avec leur vie de tous les jours, en réalité, rien ne changera en Europe. On sera toujours exposé à des événements climatiques extrêmes. Ce changement climatique rend tout mondial. Nous avons deux tâches. La première, c'est d'assurer la transformation énergétique à la maison, mais il faut également s'assurer qu'il y ait cette transition énergétique mondiale. Et la France peut jouer un rôle très important. C'est un pays qui a réussi à mettre en place les accords de Paris, peut avoir un rôle de leader. Et de ce point de vue, j'adore les efforts de Madame le maire ici. Elle est un phare pour de nombreux autres. On peut voir que c'est faisable, mais en même temps, il faut comprendre que le changement climatique est un problème mondial et il faut l'attaquer au niveau mondial. C'est plutôt positif, vous êtes un phare. Vous êtes la base aussi, ça part de vous. Mais c'est vrai ce que dit M. Birol, c'est que ça va être commun et ça va être mondial à un moment donné. Nous n'affronterons pas tous de la même façon les conséquences du réchauffement climatique. Et là-dessus, les pays développés portent quand même une responsabilité historique.
historique. Et ensuite, il y a des émissions de CO2 qu'on ne fait pas sur notre sol. Il y a des entreprises françaises qui polluent ailleurs dans le monde. On a des projets qui parfois encouragent le recours aux énergies fossiles. Donc il faut bien voir que cette responsabilité, elle est double. On a une part de responsabilité historique, on pollue aussi à la fois ailleurs. C'est la différence que vous entendrez souvent entre émissions de CO2 directes sur notre sol et empreinte carbone. Et nous n'affronterons pas tous de la même façon les conséquences du réchauffement climatique. Après tout ce que je viens d'entendre, est-ce que finalement, Madame la Ministre, le débat sur l'énergie en France, le débat qui est devant nous, vous trouvez que la France est à la hauteur de ce débat aujourd'hui? On en parle ce soir, mais c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Moi, je suis très heureuse, et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité qu'on fasse ce débat sur l'énergie aujourd'hui, parce que d'ailleurs, le petit micro-trottoir que vous avez fait le reflète assez. Beaucoup se disent « Ouh là là, c'est très compliqué, on n'y comprend rien, et du coup, on ne va pas trop s'en occuper ». Et pendant très longtemps, d'ailleurs, dans notre pays, les politiques énergétiques, elles étaient prises sans trop demander leur avis aux gens, parce que c'était les grands, les sachants, qui devaient prendre les décisions. Et du coup, on a laissé tout le monde se désintéresser du sujet, alors que ça intéresse tout le monde. Et moi, quand je m'y suis intéressée, d'ailleurs, on m'a souvent dit oui, non, t'occupe pas de ça. Franchement, il faut avoir fait 20 ans d'études pour comprendre. Non, il ne faut pas avoir fait 20 ans d'études pour comprendre. Si vous achetez à manger pour produire votre nourriture, il a fallu de l'énergie. Si vous achetez des vêtements, ces vêtements, pour les produire, il a fallu de l'énergie, il a fallu les transporter. Ça, c'est du pétrole aussi, parce que ça passe sur des bateaux, parce que ça crée... etc., etc. Donc tout ce que vous vivez au quotidien, c'est de l'énergie, et donc vous pouvez avoir une influence dessus. Madame Guignon, vous êtes maire de Saint-Didier, on l'a dit, de Montdidier, pardon, on l'a dit. Une question que vous êtes à portée d'engueulade, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous voyez vos administrés sur le terrain. Ils ont conscience, est-ce qu'ils sont sensibilisés par ces questions d'énergie, honnêtement? Alors, je vais être très honnête, il a fallu 20 ans. La première fois, on a commencé à aborder les enjeux climatiques, énergétiques sur la commune de Montdidier. On nous a pris un peu pour des fadas. C'était très compliqué. Il a fallu 20 ans pour que notre population comprenne que les décisions qui étaient prises en matière de production, que les décisions qui étaient prises en matière d'économie avaient un effet sur leur budget, sur leur quotidien. Il a fallu 20 ans pour qu'on puisse se dire que désormais, on aurait à la cantine un accès pour tous les enfants de 1 à 3 euros avec du bio. Je vous défie ici d'avoir ce tarif-là. Et comment on fait? On dit tout simplement qu'on prend des produits de saison, on raisonne sur des achalandisses qui sont en proximité. Leur proximité, c'est quand même 500 km, c'est pas si près que ça, mais vous voyez, ce raisonnement-là, il est en train de naître. 20 ans pour tout cela, des victoires, des défaites. N'empêche qu'on est revenu avec cette majorité à la mairie de Montdidier, et que maintenant, quand on parle de l'énergie, quand on parle du réseau de chaleur, quand on parle du développement d'un parc public solaire, la population nous dit allez-y, il faut qu'on utilise toutes les ressources que nous avons, et la France est un grand territoire qui peut avoir cette vocation. Yves Mérignac, vous vouliez réagir? Moi, je constate une divergence croissante entre le débat d'experts, des constats, des convergences sur les bonnes options. Il y a des points en discussion, comme le fait de relancer des réacteurs nucléaires ou pas, mais sur la nécessité d'une maîtrise de la consommation, sur la nécessité d'une électrification de certains usages, sur la nécessité d'une part de relocalisation, etc. Et sur la nécessité, évidemment, dans tous les cas, de développer les renouvelables, il y a de plus en plus de convergence, mais elle ne se traduit pas du tout, ou pas suffisamment, dans le débat politique et dans le débat médiatique. Merci beaucoup, Monsieur Mérignac. Fatih Birol, vous allez devoir nous quitter. Je crois que vous deviez partir à 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une dernière question avant que vous partiez. Vous êtes à Paris aujourd'hui, vous avez parlé d'énergie, vous avez rencontré la ministre de la Transition écologique française. Est-ce que les Français, sur ce que vous avez vu, ils sont d'abord plutôt sympas, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et deuxièmement, est-ce qu'ils sont sensibles à la transition écologique? Madame la ministre a été une des ministres les plus actifs à Glasgow pour trouver une solution mondiale, d'accord? Donc j'aimerais remercier Madame la ministre. Vous êtes certainement très capable et vous êtes très gentil. Et oui, les Français sont sympas, oui, en tout cas la plupart, à mon avis. Alors deux choses. Une électricité propre au niveau mondial viendra principalement du renouvelable.
Mais le nucléaire, dans des pays comme la France, doit faire partie du mix. D'accord ? Et quand on considère aujourd'hui, partout dans le monde, je vois de l'énergie nucléaire et qui revient en force. En France, la France, qui a un système d'électricité propre, ne devrait pas quitter le nucléaire. Parce que quitter le nucléaire, je vais vous donner un exemple footballistique. Oui, ce serait marquer contre son camp. Vous voyez ? Et deuxièmement, et je m'arrêterai là, s'il vous plaît, la France a été le leader mondial en termes de recherche, en termes de trouver les bonnes solutions. Continuez à trouver les bonnes solutions. La France, comme beaucoup d'autres pays, a une responsabilité historique en termes de leadership. Permettez-moi l'expression. Donc voilà, donc n'oubliez pas votre rôle, n'oubliez pas cette situation. Encore une fois, je veux vous remercier de m'avoir invité, Madame la Ministre, chers collègues, et Madame Latras aussi, bravo à vous. On est allé voir Marie Gariazzo à l'IFOP qui nous a raconté, Marie, comment était perçue l'énergie auprès des Français. Regardez ça, on revient dans quelques secondes. Bonjour Marie, comment ça va ? Ça va bien ? Merci de nous recevoir ici à l'IFOP. Dans les voies de l'écologie, aujourd'hui on parle de l'énergie. Alors ma première question, elle est simple. Comment est abordée l'énergie dans le débat public ? La première chose, c'est qu'elle renvoie à la thématique du réchauffement climatique. On le voit, c'est une très forte inquiétude des Français. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la question de l'indépendance énergétique. On l'a vu, notamment l'indépendance industrielle a été un thème fortement réactivé par la crise de la Covid. Et puis enfin, il y a une troisième thématique, qui est la question du pouvoir d'achat. On le voit, c'est une thématique qui s'invite très fortement dans le débat public à quelques mois de l'élection présidentielle. Et on voit très bien les difficultés liées à l'augmentation des prix de l'énergie qui créent une fracture au sein du pays entre ceux qui ont les moyens de dépenser cette énergie un peu sans compter, et puis ceux qui ont besoin de faire des arbitrages très importants en matière de consommation énergétique. Alors vous en parlez là rapidement, le mot fracture. Quelles sont les lignes de fracture autour de l'énergie ? Alors les principales lignes de clivage, c'est vraiment un clivage générationnel. On le voit avec des populations seniors qui sont davantage enclines au maintien du parc nucléaire sur le territoire français, voire au développement de nouveaux réacteurs, et des jeunes populations qui sont plus opposées à l'atome et qui ont plutôt tendance à favoriser les énergies renouvelables. Que souhaitent selon vous les Français au niveau de l'énergie ? Ce qu'on voit dans nos études, c'est qu'ils veulent tendre vers un mix énergétique, c'est-à-dire pas une seule énergie au détriment des autres, avec l'idée d'aller vers évidemment une énergie décarbonée la plus verte possible. Et puis il y a aussi une autre dimension qui rentre en ligne de compte, c'est une énergie qui soit aussi accessible financièrement et qui ne pèse pas trop sur le budget des Français. Quelle énergie ? Pour répondre à toutes ces questions, c'était facile. Merci beaucoup Marie, à très bientôt. Merci. C'est très intéressant ce que raconte Marie dans le Magnéto. C'est vrai que c'est quand même un problème, le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie. Je me tourne vers vous, Madame Quignon. Vous le voyez, on a parlé de vos administrés tout à l'heure. C'est vrai que ça coûte de l'argent de pouvoir consommer cette énergie nouvelle, ces énergies renouvelables. Alors, ça coûte de l'argent, mais les autres énergies en coûtent aussi. Quand vous le produisez localement et que vous le réinjectez sur votre réseau, vous allez réinjecter aussi aux autres communes qui sont tout autour, mais quelque part, il y a un intérêt. Lyon, se balade, l'électron, il est là, et on l'utilise. Et finalement, quand on voit les éoliennes tourner, on sait à quoi elles servent. On ne peut pas sortir du nucléaire demain matin. On n'y est pas prêt, on en a besoin. Mais on peut produire plus, différemment, et on peut accompagner les populations pour que, in fine, dans leur quotidien, elles aient un confort de vie. On a eu des questions sur les réseaux sociaux, l'affaire du siècle, qui demande quelles mesures sur l'énergie prendrez-vous pour respecter la décision de justice de l'affaire du siècle ? Rappel, l'État a jusqu'au 31 décembre 2022 pour rattraper le retard climatique accumulé entre 2015 et 2018. Je crois que la réponse aussi qu'il faut donner quand on est honnête en tant qu'homme ou femme politique, c'est de dire que tous ceux qui vous racontent qu'il y a une baguette magique pour tout changer en 2 minutes, il ne faut pas les croire en fait. Parce que sinon, moi je peux faire un des trucs les plus faciles, c'est mettre une taxe carbone, un prix très fort du carbone. On voit ce que ça donne les gilets jaunes. Et à la fin, on ne fait rien. Donc ce qu'il faut, c'est faire en sorte de le faire et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord autour de ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un débat pour que tout le monde puisse se saisir de ces sujets. Merci à vous. À très bientôt pour un nouveau débat peut-être. Retrouvez-nous en replay et merci à vous d'être venus pour ce débat. Merci à vous tous. Bonne soirée.